Alors, Philippe Lapostère et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette, j'allais dire, rituelle rencontre, quelques semaines avant les idées mènent le monde, et pour vous présenter la première liste des intervenants. Comme vous savez, il y en a toujours deux, mais ça donne une idée du niveau de ceux qui vont venir réfléchir avec nous ou échanger avec nous sur le thème que nous avons choisi cette année, passion au singulier et passion au pluriel. Lors de la présentation du thème, on a eu l'occasion, Philippe et moi, de vous dire en quelques phrases ce qui nous intéressait dans ce sujet. Alors je vais vous redire la substance, parce que Delphine m'a dit qu'elle avait lu le script de ce que j'avais écrit et que c'était pas assez clair, alors je vais être aussi clair que possible. Nous vivons dans des temps où l'on a cru, depuis longtemps, que nos sociétés, et au fond l'évolution de l'humanité, étaient dans la recherche de la raison. Et puis, l'enchaînement des choses, les grands mouvements de l'humanité, y compris au cœur de la société française, font que la passion, la passion, s'est imposée comme une des clés de voûte, une des pierres de touche de la société, des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et donc, cette évolution des temps, alors qui est considérablement renforcée par tout ce que vous connaissez, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision d'actualité brûlante, les débats passionnés, les faits divers qui tout d'un coup mettent le feu à la brousse, tout cela est le tissu même de la société dans laquelle nous vivons, à telle enseigne qu'on se demande assez souvent où est la raison dans tout ça. Et comme vous voyez, c'est une incroyable inversion, c'est une incroyable remise en question, parce que tout d'un coup, on a l'impression que la quête de l'humanité depuis des siècles se trouve renversée. Et donc, c'est ce thème, la passion au singulier et les passions au pluriel, que nous avons choisi. C'était drôle, d'habitude on a des débats entre Philippe et moi très longs sur le sujet. Passionné, alors sans jeu de mots, et quelquefois un peu vigoureux, mais cette année il se trouve que nous avons tous les deux choisi d'emblée, de but en blanc, le même sujet. On avait écrit sur une feuille, et les deux feuilles étaient les mêmes. Et donc je suis très heureux que nous organisions cet événement et cette rencontre. Et comme vous savez, la trame des idées mène le monde, c'est que viennent nous rencontrer des personnalités dont la réflexion, l'expérience, le cheminement personnel en font, enfin les qualifient pour un échange unique. Un certain nombre de ceux qui vont s'exprimer là, en tout cas à coup sûr, ne se sont jamais exprimés ensemble, et un certain nombre d'entre elles ne se sont pas exprimées sur ce genre de sujet. Tous les thèmes de conférence ne sont pas arrêtés, mais tous sont acceptés. Je vous rappelle que tout est bénévole chez vous. Et donc, c'est une chose tout à fait originale et unique que nous présentons aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le premier invité, parce qu'il sera le premier chronologiquement, même s'il n'est pas le premier par ordre alphabétique, mais il va nous donner l'occasion d'un événement un peu exceptionnel. Vous savez qu'il ne reste que
crois, 7 compagnons de la libération vivants. Et donc, nous allons inviter l'homme qui a été non seulement compagnon de la libération, mais le secrétaire de Jean Moulin. C'est Daniel Cordier. Et ça va nous donner l'occasion d'une cérémonie tout à fait exceptionnelle, parce que c'est dans le hall de cet hôtel de ville que Daniel Cordier a commencé son œuvre de résistance en 1940. Et il raconte ça dans ses mémoires, et nous apposerons une plaque le vendredi matin, sans doute en fin de matinée, le jour de l'ouverture des idées mènent le monde, et il sera le premier à s'exprimer, et Philippe l'a proposé comme sujet la passion de l'engagement. Il a dit, vous savez, je suis fatigué, alors on ne fera pas très longtemps, mais il a 97 ans. Et donc, ça sera tout à fait intéressant et exceptionnel d'avoir une personnalité qui a ainsi marqué l'histoire, et été marquée par l'histoire, qui va venir partager cette passion avec nous. Dans le même ordre d'idée, et le même jour, Robert Badinter va venir nous parler d'un thème autour de la passion de la justice, ou de la passion contre l'injustice, ou contre les injustices, ou contre certaines injustices. Vous savez que Robert Badinter est l'homme qui a obtenu la fin de la peine de mort en France, grand avocat du dernier des exécutés français, donc le ministre de la Justice de François Mitterrand, et je lui avais posé cette question dès l'instant que j'étais entré épisodiquement place Vendôme, et donc Robert Badinter sera le vendredi aussi cet invité-là. Je vais prendre maintenant l'ordre alphabétique, mais vous allez voir qu'il y a d'autres très grands noms, naturellement. On va avoir une réflexion autour de la passion dans l'information et de l'information. Alors, un des journalistes qui seront là, une des journalistes qui seront là, c'est Raphaël Baquet du Monde, qui est l'auteur de plusieurs livres très importants sur la vie politique récente, et qui est une journaliste que je crois Philippe apprécie. Toujours dans les journalistes, Ruth Elkrief sera là, pour parler de la place de cette passion dans l'information. Les deux parleront de la passion de l'information. Une autre journaliste, mais qui ne sera pas là en tant que journaliste, Claire Chazal, va venir nous parler de la passion de la danse classique, qui est une partie très importante de sa vie, et donc c'est évidemment... elle a choisi ce thème-là. Il y a la passion de la cuisine, et c'est Yves Candeborde qui viendra participer à cet événement, avec une ou un autre cuisinier au moins, mais Hélène Darroze, qui avait accepté, finalement ne peut plus. Donc on va trouver pour la liste prochaine. Dans l'histoire des idées, les revues, il n'y en a que 3 importantes en France depuis quelques décennies. Les revues jouent un rôle très important. La revue Commentaire a été fondée par Raymond Aron et dirigée par Jean-Claude Casanova, qui était le président de l'Institut des sciences politiques, de l'Institut national des sciences politiques. La revue Esprit a été animée par Olivier Mongin, et Jean-Claude Casanova et Olivier Mongin seront là tous les deux, et j'espère que de la revue Le Débat, pour l'instant je ne sais pas encore qui, parce que Marcel Cochet ne peut pas, mais les 3 grandes revues françaises seront là pour réfléchir à la démocratie avec la passion, ou les passions démocratiques, ou la passion démocratie. Et donc, c'est les 3 principales revues françaises, et avec, en tout cas 2 sur 3,
des animateurs majeurs dans la vie politique, dans la vie de la réflexion nationale sur ces sujets. Ensuite, il y a d'autres passions, par exemple la passion de l'exploration, des explorateurs. Et Jean-Louis Etienne sera là. Et Titouan Lamazou sera là aussi. Ils auraient voulu être ensemble, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à trouver un moment où ils soient ensemble, tous les deux, ils sont très, très amis, et donc voilà. Après, il y a évidemment des sujets qui mobilisent l'attention de la société et suscitent des passions tout à fait justifiées, enracinées et violentes. Par exemple, il y a toutes les questions qui tiennent à la sécurité. Et Jean-Michel Fauvergue, qui était le patron du RAID au moment du Bataclan, sera là. Il a été élu député entre-temps, mais ce n'est pas du tout sous cette forme-là. Je ne le fais que le mentionner pour être honnête avec vous. Mais c'est en tant que patron du RAID que Jean-Michel Fauvergue sera là. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Patron du RAID face aux attentats ». Et donc c'est tout à fait intéressant. Puisqu'on parle des attentats et de toutes ces choses, Patrick Pelloux sera là. Vous savez qu'il était dans la rédaction et le médecin dans les événements de Charlie, et qu'il a fait un travail de cicatrisation personnelle très important, et il viendra nous parler de cette résilience, comme on dit si souvent. Autour des questions de démocratie, Raphaël Glucksmann sera là. Vous savez qu'il participe beaucoup au débat sur ce sujet. Et Jean-François Kahn, qui lui aussi participe beaucoup aux débats nationaux. Autre passion, la musique. Et Faisal Karoui, nous avons voulu inviter aussi des gens qui jouent un rôle éminent dans la vie locale. Faisal Karoui va nous parler de sa passion de la musique. Smaïn sera là aussi. Et vous savez à quel point il aime notre ville. Il a écrit avec Faisal Karoui. On va avoir un très grand moment autour du cinéma, puisque Bertrand Tavernier va venir nous parler de la fresque de la passion du cinéma. Il y a une passion de la grande aventure européenne, et c'est un homme qui est un Britannique qui, au moment du Brexit, a décidé de demander la nationalité française. Et c'est Alex Taylor qui va venir nous parler, comme vous savez, il est très rigolo en même temps. Il va venir nous parler de l'amour d'un Anglais pour l'Europe et de beaucoup d'Européens pour les Anglais. Passion de l'écriture, Jean-Christophe Ruffin sera là à nouveau. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Le Tour du monde du roi Ziblin, que peut-être vous avez lu. Et enfin, une vie passionnante, et il y a un garçon, un homme qui s'appelle Frédéric Tissot, qui est un des créateurs de Médecins du Monde, c'est ça, de Médecins du Monde, et qui a eu un très grave accident, ce qui fait qu'il est resté paraplégique. Il est donc sur un fauteuil roulant. Ça ne l'a pas empêché de parcourir le monde et d'être enthousiasmé ou passionné par l'histoire des Kurdes. Et il a été le représentant de la France au Kurdistan pendant les 7 ou 8 dernières années. Et c'est donc une vie absolument étonnante, passionnante, que celle de Frédéric Tissot. Et il sera là avec, voilà pour la première liste.
Et sur l'esprit des débats et des rencontres, Philippe va nous dire sa propre vision. Bonjour, juste un mot sur 3 personnes pour rester dans la suite de ce dont parlait François Bayrou. Tissot, c'est un garçon qui est médecin d'origine, et pendant 25 ans, il a parcouru le monde partout. Moi, je l'ai rencontré une fois quand j'étais à Beyrouth, journaliste, et il est passé à Beyrouth quelques temps, mais ce n'était pas sa principale pays. Et donc, c'est un gars qui a fait le monde entier dans des conditions terribles et tout ça. Et en 2006, que je ne dis pas de bêtises, oui, 2006, il est en Haïti, il y a eu un arc électrique, un orage incroyable. Et ce type qui avait traversé tous les champs de bataille du monde et était foudroyé par un arc électrique inconnu dont on ne sait pas d'où il venait, qui était un événement purement naturel. Et donc on peut imaginer qu'un gars pareil, parce qu'il est resté 4 mois à l'hôpital avant de pouvoir être sur une chaise, il est sur une chaise toujours. Et donc on aurait pu penser qu'il était brisé, cassé, que la vie pour lui ne voulait plus rien dire, et c'est le contraire. Et ça, c'est quelque chose, je vous assure que quand vous verrez le bonhomme, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on mesure ce qu'il avait fait, quels étaient ses rêves, brisés comme personne n'a été brisé dans sa vie, et repartir et reconstruire complètement dans les mêmes, avec les mêmes rêves, et en parvenant, c'est quelque chose de... Et juste pour revenir au titre, Passion, Passion, c'est ça le sujet. Il y a une chose qui relie tous les gens qui vont venir, c'est que ces gens n'ont pas un métier, ils n'ont pas une profession, ils n'ont même pas un destin. Ce sont des gens qui, tous les matins, ont un moteur intérieur qui s'appelle la passion et qui fera que leur vie sera différente de la vie de tout un chacun. Et tous les gens passionnés sont passionnants. Voilà. C'est ça le fil qui va relier ces 3 journées. Moi, quand j'étais journaliste à RMC, j'avais créé une émission qui s'appelait Samedi Passion, qui a duré 11 ans, je crois. Et c'était pour moi les meilleurs moments de rencontre, malgré tous les politiques que j'ai rencontrés. C'était autre chose. Et le taux d'écoute, c'était le samedi en fin de journée, et était formidable parce que tous ces gens-là sont des gens qui arrivent par la vie qu'ils ont menée et par les espèces de lumière qui les transperce. Ils arrivent à nous transpercer. C'est-à-dire que quand on écoute ces gens-là, hommes, femmes, quand on les écoute, quand ils racontent ce qu'ils font, la manière dont ils pensent, la manière dont ils vivent, eh bien, quelque part, on a envie de faire comme eux. Voilà. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais on sort avec l'idée qu'il y a quelque chose de mieux à faire que ce qu'on fait d'ordinaire. Et ça, je pense que ça se verra pendant les 21 ou 22 rencontres que nous aurons. Voilà, je voulais dire ça, et puis... T'en avais 2 autres. Oui, j'en avais 2 autres. Ah oui, c'est Cordier. Je l'ai vu une fois dans ma vie seulement. Hein. C'était un dîner chez Régis Debray. Et je ne connaissais pas Cordier, je sais ce qu'il avait fait. Parce qu'après avoir été à Pau, il a été à Montpellier, parce que Jean Moulin est de Montpellier. Tiens, à Montpellier. Un lien de plus. Moi, je suis Montpellierin et palois, donc je n'ai pas de problème. Et donc, Jean Moulin a une amitié de Montpellier. Il était sous-préfet de Béziers lorsque ça a été déclaré. Et donc, voilà, il avait été dans la maison de Jean Moulin à Montpellier, que je connais, donc on avait parlé de ça. Et alors il est âgé, 97 ans. Mais vous voyez, il faut voir Cordier avant qu'il meure. C'est comme les dernières personnes qui ont vécu les camps de concentration. Il n'y aura pas de Cordier. Il n'y aura pas de Cordier. 18 ans, il part tout seul à Londres et tout ça. Et il mène des actions incroyables. 19, 20 ans. Et il devient le secrétaire de Jean Moulin, qui était le patron de la résistance, c'est-à-dire un poste extrêmement élevé, à prendre des décisions tous les jours qui concernent des dizaines de milliers de gens, à 20 ans. Et pas d'argent. Rien. Ils n'ont jamais touché de salaire de leur vie, même après la guerre. Quand on dit « au revoir, messieurs », il est parti et il était collectionneur d'art. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Cordier était complètement inconnu il y a encore 10-15 ans.
Personne ne connaissait Cordier. Hein? Moins que ça, oui. Moi, je me souviens que Cordier, il y a 10 ans, très peu de gens connaissaient son existence. Donc, voilà, c'est quelqu'un... ça vaut la peine de les voir, ces gens-là, simplement de les voir et de les entendre parler, et de voir la différence. Parce qu'après tout, il est toujours vivant. De voir la différence entre notre statut, le sien, comment ils ont vu les choses, et après tout, ils se sont battus pour la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il a écrit encore lui? Il a écrit ses mémoires. Et donc c'est intéressant de voir la personne qui a été un des grands héros de la résistance, savoir ce qu'il pense que voit la France d'aujourd'hui pour laquelle il s'est battu à l'époque. Voilà, je voulais dire un mot pour Tavernier peut-être. Et alors Tavernier... Je connais tes pensées. Et Tavernier, il fait partie de la catégorie dont on vient de parler. Tavernier, il ne parle pas du cinéma, il est cinéma. Mais quand il regarde quelqu'un, il se dit tout de suite, est-ce qu'il pourrait être dans un film, il ressemble à un tel dans un film. Voilà. Tavernier ne fait que du cinéma toute la journée. Il se lève, en buvant le café, il a une scène en tête et il veut faire quelque chose. Et c'est quelqu'un d'extrêmement loquace, intelligent, qui a un coup d'œil assez exceptionnel. Il vient d'éditer une série de films sur l'histoire du cinéma français. Et il parle comme il pense, c'est-à-dire avec cette passion, il est toujours là avec des grands gestes, etc. Voilà. Quand on le regarde et quand on l'écoute, on se dit, voilà ce que c'est que le cinéma français. Il a du Louis Jouvet, il a du Fernandel, il a du Jean-Paul Sartre, parce que c'est un grand intellectuel. Voilà, il est tout ce que les grandes figures de la France réunies ont fait de mieux, et lui, il est là pour être le cinéma de cette France-là. Quand nous bâtissons le programme, Philippe et moi, d'abord on commence toujours par dire, voyons, on devrait amener Victor Hugo. Là, il y aurait du monde. Et puis ensuite, on cherche les gens qui sont capables de faire une fresque sur leur secteur d'activité, sur leur art, parce que c'est pas tout à fait la même chose ceux qui participent à une aventure et ceux qui, tout en y participant, ont une vue de l'aventure comme s'ils la surplombaient comme ça. Et Tavernier, c'est ça. C'est un type qui non seulement est le cinéma, mais voit le cinéma. Alors, il en a écrit des livres, des histoires très importantes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui incarne et qui a cette faculté de surplomber l'histoire à laquelle il participe. Daniel Cordier, je voudrais dire une chose. Sa vie a basculé dans ce hall-là, dans cette... et il n'est jamais revenu à l'hôtel de ville de Pau. Je crois qu'il est venu à Pau, mais il n'est jamais venu à l'hôtel de ville de Pau. J'ai cru comprendre ça en parlant avec son entourage. Ça sera intéressant de fixer à 97 ans la plaque de l'endroit où sa vie a basculé. Donc, comme d'habitude, tous les éditeurs et tous les libraires de la cité réunis vont participer à cet événement et c'est pour nous très précieux. L'université va participer à cet événement pour animer, rendre compte et nous essaierons de faire ce que nous pouvons pour que la réussite dépasse encore ce qu'elle a été les autres années. Bon, merci beaucoup alors.